Dominique Bussereau, bonjour. Je me demandais comment un ministre des Transports vivait la crise. Enfin, tout le monde parle de la crise, mais dans votre champ d'activité, où vous pouvez voir immédiatement les conséquences d'un certain nombre de difficultés économiques. Donc, comment vous vivez cette crise ? Si vous voulez, la crise financière ne retombe pas pour l'instant dans le domaine du transport, parce que on a toujours besoin de bouger pour le travail, pour les déplacements du quotidien, pour les déplacements scolaires, pour les déplacements professionnels, pour prendre des vacances. Ce qu'on a vu pendant l'été, par exemple, mais ça c'était lié plutôt à l'effet pétrole, à l'effet baril, c'est une moindre circulation des véhicules automobiles, avec deux conséquences, une sympathique qui est la baisse du nombre d'accidents, et une autre qui est plus économique, la baisse de la fréquentation des réseaux autoroutiers. Voilà. Pour le reste, il y a du monde dans les trains. Sur le plan aéroportuaire et sur le plan des compagnies aériennes, c'est traditionnellement la période un peu creuse de l'année, le mois d'octobre et le mois de novembre. Donc, il y a une baisse un peu de trafic, mais c'est assez habituel, peut-être un tout petit peu plus que d'habitude. Franchement, le secteur des transports au plan mondial, pour l'instant, est plutôt étal. Et c'est plutôt l'effet pétrole qui a été important. Mais alors, je m'adressais à l'homme politique, Dominique Bussereau aussi, c'est-à-dire que, bon, vous êtes quelqu'un de plutôt libéral, donc est-ce que ça remet en cause un certain nombre de choses ? Est-ce que, sur le plan de la philosophie économique, ça remet les pendules à l'heure, ou au contraire, ça fait partie des cycles économiques, la crise ? Non, moi j'ai toujours, lorsque j'étais étudiant et que j'apprenais l'économie avec des grands auteurs comme Raymond Barre ou un certain nombre d'autres économistes français ou européens, on était déjà dans la période de 70-73, la première grande crise pétrolière. Donc on avait déjà la mise en œuvre de mécanismes de relance économique. Je trouve que la gestion de la France, la gestion de l'Europe après le sommet de samedi est adaptée, c'est-à-dire à la fois elle n'est pas anxiogène, mais on traite les problèmes et on informe les gens. Je pense qu'on a besoin dans une économie de l'État. Rappelez-vous d'ailleurs, quand j'étais ministre du Budget avec Nicolas Sarkozy, nous n'avons pas hésité à renationaliser provisoirement Alstom pour en faire aujourd'hui une boîte française, une grande entreprise française très profitable, qui se développe, qui a plus de commandes à la limite qu'elle ne peut produire, en particulier dans le domaine de l'industrie ferroviaire. Donc je pense qu'il faut de temps en temps revenir au rôle de l'État. C'est ce qui fait la force de ce capitalisme moderne qu'incarne l'Europe. Alors, il y a des secteurs que vous regardez attentivement, Monsieur Bussereau. C'est par exemple le mondial de l'automobile a ouvert ses portes à Paris. C'est toujours un événement considérable pour un tas de gens qui aiment toujours les voitures, mais il se trouve que c'est un secteur qui souffre. Oui, si vous regardez la fréquentation du salon au niveau des visiteurs, elle est bonne. Si vous regardez les chiffres de vente d'automobiles françaises pendant l'été, elle est bonne également. Le secteur souffre peut-être parce qu'il est à la croisée des chemins entre l'automobile classique, celle que nous avons connue, aimée, conduite, et l'automobile de l'avenir, de plus en plus électrique, de plus en plus hybride, avec des dispositifs de stop and start, avec des nouveaux moyens de circulation, de guidage, de sécurité. Donc on est un peu à un moment où notre voiture classique, celle que nous avons connue dans notre enfance ou notre adolescence, est en train de changer. Et c'est peut-être pour ça que les constructeurs sont à la croisée des chemins entre les véhicules assez classiques, même s'ils sont de très grande qualité, et ces nouveaux véhicules qui arrivent sur le marché, pour lesquels la clientèle est en train de se construire. Mais tout de même, Nicolas Sarkozy va se rendre aujourd'hui dans un site de chez Renault, donc où il y a une grande inquiétude de la part des salariés. À Sandouville, exactement. Oui. Carlos Ghosn, le patron, a dit que on allait dégraisser, ça revient à ça. Donc là aussi, il y a intervention de l'État quand Nicolas Sarkozy dit attention, ce centre, il va rester ouvert. Vous savez, l'industrie automobile en France, c'est 275 000 emplois directs et avec les sous-traitants, 700 000. Donc on voit bien que on est dans le gras de notre filière industrielle. Donc on ne peut pas remettre en cause des entreprises aussi importantes des établissements industriels aussi importants que celui de Sandouville. Donc le président de la République rappelle que l'État ne peut pas laisser, dans cette période difficile, se créer un accident industriel important. Et que donc l'entreprise doit s'organiser pour maintenir l'emploi ou pour transférer sur cet établissement industriel de Sandouville des fabrications faites ailleurs. Moi, je ne remets pas en cause du tout le fait que nos constructeurs aéronautiques, automobiles, construisent dans des autres pays de l'Europe où la main-d'œuvre est moins coûteuse, ou en Tunisie, au Maroc, etc. Mais faut quand même que ce qui est important, c'est-à-dire le montage des véhicules ou l'assemblage, la création des avions, tout ça se fasse sur le sol national. Donc l'équilibre est à trouver entre maintenir un maximum d'emplois en France et en même temps maintenir la compétitivité de nos groupes.
Je trouve que Renault, Peugeot, comme d'ailleurs EADS, dans le domaine aéronautique, ont jusqu'à présent bien réussi. Le président de la République a simplement dit à un moment, halte là, n'allons pas trop loin dans la destruction d'emplois industriels dans notre pays. Alors ça va pas très bien, on peut le dire tout de même comme ça dans l'industrie automobile, les perspectives sont difficiles, mais ça va beaucoup mieux qu'en Espagne par exemple ou en Italie. C'est un effet du bonus-malus là, et tout le monde est d'accord. Le bonus-malus a bien joué, même à la limite trop bien. Vous savez que sur le plan budgétaire, nous avons 225 millions de moins de recettes que prévu. Car finalement, les ventes de véhicules avec bonus sont augmentées de 50% et les malus ont simplement diminué de 40%. Donc il y a un décalage. Ça montre l'intérêt des Français pour des voitures non polluantes et aussi le fait que s'il y avait eu simplement le bonus et le malus, je ne pense pas que ça aurait eu un tel effet sur le marché. Il y a aussi le fait que chacun d'entre nous, dans cette période de Grenelle de l'environnement, est bien conscient que nous devons faire des efforts pour le développement durable et que la manière de conduire, je pense par exemple, j'aurai une réunion cet après-midi avec les inspecteurs du permis de conduire et les auto-écoles, où on réforme le permis de conduire, c'est un souhait du président de la République. On va le faire également dans le domaine de la sécurité, bien sûr, de plus de sécurité, de plus de rapidité, que ça coûte moins cher, mais en même temps, on va essayer d'apprendre aux jeunes, au moment du permis de conduire, l'éco-conduite et comment consommer moins. Donc je pense qu'il n'y a pas que l'effet d'aubaine du bonus-malus, il y a également un changement de comportement. C'est-à-dire le même changement de comportement qui nous aide à diminuer le nombre de morts et de blessés sur nos routes. Alors, c'est les radars, c'est la répression, c'est la sévérité, mais c'est aussi quand même un changement de comportement. On va revenir, si vous voulez, sur la réforme du permis de conduire, parce que c'est bien intéressant pour les gens qui nous écoutent, mais je reviens à cette difficulté qui est un peu structurelle tout de même, et donc un ministre, c'est un monsieur optimiste par nature, enfin, j'imagine, mais quand par exemple on sait que la tonne d'acier ça vaut 200 € aujourd'hui, puis que l'année prochaine ça vaudra le double, on voit mal comment rester tout à fait optimiste quand on regarde cette industrie automobile. C'est vrai, je pense que l'industrie automobile sera amenée à évoluer dans ces technologies. On met beaucoup d'argent dans la recherche. On a à la fois une recherche classique industrielle et un programme de recherche pour les transports terrestres qui s'appelle le PREDIT, qui existe depuis de nombreuses années. Si vous observez par exemple l'évolution des moteurs, où là le coût de la matière première est moins important, on a des évolutions technologiques qui devraient à la fois entraîner une baisse des prix, une amélioration de l'environnement. Je pense à ce que présente Michelin au mondial de l'automobile, le moteur dans la roue. C'est-à-dire qu'on est en train de découvrir dans la voiture d'autres moyens à la fois de faire des économies et de rouler plus sûrement et plus durablement. Donc on s'aperçoit que la roue, c'est pas simplement l'interface entre le véhicule et le sol. On a eu pourtant des progrès remarquables dans les pneumatiques. C'est aussi un endroit où on peut créer de la motorisation et faire les voitures autrement. Donc je pense que la réponse à votre question, qui est difficile, l'augmentation des matières premières, c'est certainement une voiture technologiquement différente de modèle que nous avons aujourd'hui. Voilà, l'histoire de l'automobile ne s'arrête pas aujourd'hui, on s'en doutait. On parlait de la réforme du permis de conduire, donc il est évident qu'il faut améliorer tant qu'on peut la pratique des jeunes au volant, mais il a été question d'interdire aux jeunes de rouler la nuit. Oui, alors ça c'est complètement bidon. Il y a un journal automobile qui de temps en temps s'amuse à lancer des idées un peu folles, ça fait vendre certainement, ça ne fait pas beaucoup avancer le débat démocratique. Non, ce que nous voulons, c'est un permis moins cher. Aujourd'hui, une famille qui a 3 enfants autour de 18 ans, 18, 19, 20 ans, si les 3 passent le permis en même temps, c'est souvent inatteignable. D'où un certain nombre de jeunes qui conduisent sans permis, et donc c'est naturellement tout à fait inacceptable et très dangereux pour la société. Qu'on puisse se passer plus rapidement. Il faut qu'un garçon qui a bu son bac, qui va rentrer en fac, ou une jeune fille puisse le passer pendant l'été, un apprenti puisse le passer pendant sa période de congé. Plus sûr, parce qu'il y a quand même encore une mortalité chez les jeunes beaucoup plus importante, donc on accentue encore les règles de prudence que l'on apprend lors du permis, et je le disais à l'instant, un permis, on apprend à ne plus avoir le pied couché sur le champignon, à ne pas accélérer brutalement, à jouer des capacités du véhicule et à conduire de manière plus économique. Il y a un contrôle post-examen. Alors oui, c'est une idée qui est dans l'air, c'est de dire on se teste tout au long de sa vie. C'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, alors on va voir si cette idée est retenue, mais elle est pas inintéressante. Au bout d'un certain temps, au bout d'1 an, le jeune conducteur, on refait un petit point avec lui, un petit bilan, et puis on pourrait, nous, les adultes plus âgés, tout au long de sa vie, se tester, peut-être avec les inspecteurs du permis de conduire, ou avec les auto-écoles, ou avec les deux, pour voir si au fil des années on n'a pas pris de mauvais réflexes ou si on a bien intégré. On connaît la réponse d'ailleurs, on a acquis de mauvais réflexes. On a certainement acquis de mauvais réflexes, mais je pense qu'il faut le faire sur la base du volontariat. Mais voilà, donc
la concertation va s'achever. Nous allons faire avec Jean-Louis Borloo des propositions au Premier ministre, au Président de la République, et je pense qu'avant la fin de l'année, on pourra annoncer ce que sera le nouveau permis de conduire des Français. N'économisez pas vos efforts sur la sécurité. On vous remercie. Surtout pas, d'autant plus qu'on a un objectif de baisser 1500 le nombre de morts sur nos routes pendant les 5 années. Ça a été le cas des 5 années précédentes, et ça n'a pas de prix. Je vous remercie. Bonne journée.